les gens sont solidaires en général. Et malheureusement, l'actualité politique nous montre à quel point on est doué pour forcer le trait sur ce qui nous divise, alors que dans la nature et dans la vraie vie, les gens s'aiment en général. Les gens sont capables de se porter assistance. On voit les inondations qu'il y a eu dans le Nord, on voit les feux de forêt, on voit les gens s'aider spontanément. Il y a toujours des abrutis, hein, mais majoritairement, les gens s'aident. Et ça, quand j'interviens auprès des enfants, auprès des collégiens, auprès des lycéens, des étudiants, enfin du centre aéré à l'université, c'est impressionnant aussi de voir le bon sens des gamins. C'est-à-dire que nous, adultes, on est mortels, on le sait, et on évite de se faire mal ou de se mettre dans des situations où on peut mourir ou se blesser parce qu'on sait. Les gamins sont immortels. Je dis pas qu'ils sont pas prudents, mais ils ont une espèce d'innocence qui, quand on parle de ces sujets-là, est toujours pleine de bon sens. Moi, quand je fais des exercices de tsunami, j'ai beaucoup d'enfants qui m'ont dit, premier réflexe, c'est pas eux, hein. C'est est-ce que ma grand-mère, elle a pas de smartphone, est-ce qu'elle va recevoir l'alerte sur son petit téléphone? C'est mon petit frère, il est à la crèche, il marche pas encore, comment il va faire pour échapper au tsunami? Ouais. Ouais, c'est du bon sens, hein. Moi, ah oui, et oui, c'est magique. Et moi, ça me force à redescendre aussi. C'est pas penser forcément tout de suite solution technique. Moi, je suis un hacker éthique, hein, donc je suis un technophile. On en parlera, on en parlera. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, moi, la leçon de ces 10 dernières années, c'est ça. C'est la technologie, elle est belle, elle est utile, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. C'est-à-dire que si derrière cette technologie, elle n'est pas au service de la survie, de la vie, du bien-être des gens, on passe à côté. Alors, je suis Gaël Musquet, je suis hacker éthique et je vous souhaite une bonne écoute de ce podcast sur Stay Tuned. Ben, j'espère que j'ai pas été trop bavard. Non, fais ça. Ben, de toute façon, dès qu'il y a des catastrophes, c'est pour moi, hein, tu sais. Cool. Ouais, j'étais chez le coiffeur et tout. Ouais, t'as fait ça propre, hein. Top. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Stay Tuned, bien évidemment. Nouveau numéro, nouvelle émission avec un nouvel invité, Monsieur Gaël Musquet. Comment allez-vous? Ça va, tout va bien. On va pas se vous voyez, hein. C'était juste une petite formule comme ça pour introniser. Tout va bien? Tout va bien, ouais, je vais bien. Bon, écoute, ça fait plaisir en tout cas de te recevoir sur Stay Tuned. Comme je te disais en off au téléphone, c'est vrai que je regarde beaucoup les informations et je voyais ta petite tête. Je te voyais intervenir dès qu'on parlait de catastrophes naturelles. Donc je m'étais dit que c'était intéressant de te faire venir sur Stay Tuned pour amener aussi une information différente, et on sort du cadre de la musique et c'est toujours bien aussi de temps en temps de sortir sa petite tête ailleurs. Voilà. Donc, très bien. Donc alors, tu es hacker éthique et c'est aussi ça. météorologue. Oui. Avec une spécialité dans l'anticipation et la prévention et prévision des catastrophes naturelles. Oui, c'est ça, tout à fait. Et tu es membre aussi fondateur de l'association HAND, Hackers Against Natural Disasters. Je sais pas si mon anglais il est bon, l'accent il est bon, mais on m'a compris, je crois. Tout va bien, il n'y a pas de souci. Et tu es aussi président de l'OpenStreetMap. Alors là, plus maintenant. Ah, plus je maintenant. suis plus président d'OpenStreetMap, mais effectivement, sur ma formation initiale et ma spécialité, effectivement, moi, je suis très concentré sur ces questions de prévention de catastrophes naturelles. Et je crois qu'en 2018, c'est en 2018, tu as été chevalier de l'Ordre national du mérite. Bravo. Oui, merci. Félicitations. Merci. Ça a été un moment assez particulier pour moi de recevoir les honneurs de la nation. Et devant mes enfants, ma famille, mes amis, mes profs aussi. J'y reviendrai plus tard, mais oui, ça a été un moment extrêmement fort pour moi. Voilà, de recevoir une distinction. Je l'ai eu très jeune en plus, donc c'était important pour moi de pouvoir partager cette distinction-là avec ceux qui m'ont fait grandir en fait. Je crois qu'on a un dénominateur commun.
Euh, Lorsque je t'ai vu apparaître pour une intervention, tu avais parlé d'un événement qui s'était passé en Guadeloupe en 1989, c'est le cyclone Hugo. C'est ça. Le cyclone Hugo, il est aussi dans ma mémoire dans le sens où la maison de mon grand-père, elle n'existait plus quoi. Les fondations, il n'y avait plus de toiture, il n'y avait plus rien. Le sol s'était effondré et donc ça m'avait parlé. Et toi aussi, justement, c'est un événement qui t'a marqué en 89. Oui, tout à fait. Tout part de là, en fait. C'est toute ma vocation, ma carrière professionnelle, le temps que je passe aujourd'hui au chevet des victimes ou à penser aux victimes, à penser ce qui va leur arriver, quelles que soient les catastrophes. Tout vient de là. Moi, je suis né en 1980 en Guadeloupe. Et l'ouragan Hugo, c'est pas une catastrophe naturelle, comme je dis souvent, qui m'a traumatisé, puisque ma maison, c'est pas elle effondrée. On a juste été victime, nous, dans la maison familiale, d'un débris, une grosse cuve, en fait, qui a volé d'une colline à plusieurs kilomètres et qui a atterri sur l'avant de la maison, qui avait à peine un an. Mais mon père avait tout préparé. La maison était paracyclonique, parasismique, elle était assurée. Et donc, on a pu profiter de l'œil de l'ouragan pour pouvoir aller rapidement chez les voisins, leur donner un coup de main, mais aussi être au sec puisque la maison commençait à prendre l'eau. Et puis avec mes deux petites sœurs, une petite camarade de classe, ses deux parents, on peut imaginer près d'une dizaine de personnes, hein, des enfants, quatre enfants, mes deux parents, mes deux voisins, donc ça fait une dizaine de personnes là qui vont comme ça sur une seule et même maison, donc c'est chez les voisins, et qui poussent les portes pour éviter que le vent ne casse les ouvertures. On entend le vent, on entend les débris qui frappent la maison. Nous, ils nous ont confinés dans les toilettes. C'était l'endroit le plus sûr, le plus confiné, sans fenêtre à l'extérieur, donc on risquait beaucoup moins d'être blessés, nous les enfants, à cet endroit-là. Et c'est vrai comme toi qu'au lever du matin, quand on sort et qu'on voit la désolation, plus une feuille sur un arbre, les toitures qui se sont envolées, des maisons qui ont disparu, la famille qu'on hébergeait à ce moment-là, comme ton grand-père, a perdu sa maison. Il y avait plus qu'une chose debout, c'était je me souviendrai toujours. Enfin, c'est loin, mais c'est le robinet. Il restait plus qu'un robinet debout. Il y avait plus que les fondations de la maison. Moi, ce qui m'a peiné, c'était de voir mes oncles, les frères de ma mère, peiner de voir la maison qui venait d'être construite abîmée. Là, j'ai pleuré parce que j'ai vu la tristesse dans les yeux de mes oncles. Mais l'événement lui-même, même s'il est marquant, hein, attention, hein, j'ai eu peur, mais ça ne m'a pas traumatisé parce que mes parents étaient prêts, parce qu'ils étaient calmes. Donc du coup, et même au réveil, hein, mon père nous a compté, il nous a regardé, il nous a dit bah, tout va bien, on va reconstruire, on est assuré. Et gamin, je me suis dit mon métier plus tard, ça sera d'empêcher que ça arrive. Alors, en grandissant, je me suis rendu compte que ça n'allait pas forcément être possible. Mais à minima, qu'on se prépare à ce que, ben voilà, si ça arrive, qu'on soit prêt, que les maisons soient prêtes, que les gens soient formés, que les gens soient informés, alertés. Et puis c'est ce qui jalonne mon quotidien. Sur maintenant toutes les crises, hein, j'ai fait le tour du monde plusieurs fois sur ces questions-là, sur des séismes, des tsunamis, des catastrophes technologiques, même des guerres là sur la frontière syrienne, sur des crises migratoires en Méditerranée. Travailler tout le temps sur des territoires, des peuples qui ont besoin d'aide. Hein. C'est juste une question d'humanité. On n'a pas le droit de laisser les gens mourir. Et donc du coup voilà, moi ma carrière elle s'est vraiment polarisée là-dessus jusqu'à aujourd'hui. Mais justement, si on revient sur la Guadeloupe, les Antilles, est-ce que justement par rapport aux habitations, est-ce il y a eu des points d'évolution du coup? Est-ce que là-dessus on a pris en compte ce qui s'était passé pour essayer d'agir mieux, de construire mieux? Il y a aussi cette réflexion de finalement ça se casse, mais il y a aussi cette réflexion de oh, on reconstruit. Oui, complètement en fait. Heureusement hein, qu'on a tiré leçon de cet ouragan Hugo. Moi, quand j'écoute ma grand-mère, elle est encore vivante. Le cyclone Inès, cyclone 28.
Il y a eu des cyclones qui ont eu des occurrences faibles, et donc 89, c'est vraiment et avec Hugo, l'ouragan qui a marqué une génération. Donc moi, quand je parle ma génération, la génération de mes parents, quand on parle de cet ouragan, quand j'en parle à mes enfants, on transmet en fait cette histoire qui fait que, et on en a eu d'autres, hein, il y a eu Marilyn, il y a eu Louis, il y a eu Irma, Maria aussi qui a particulièrement marqué la Caraïbe. Donc on a eu des événements depuis 89 avec des occurrences suffisantes pour que les générations soient marquées, que les enfants aient suffisamment vécu régulièrement, que les peuples ont suffisamment vécu régulièrement ces crises-là pour qu'ils soient marqués, évidemment, qu'on construise mieux, qu'on reconstruise mieux aussi avec des normes paracycloniques. Donc, à ce niveau-là, évidemment, un ouragan de cette intensité-là, ça fait toujours des dégâts. Toujours. Mais par rapport à l'habitat précaire qu'on avait dans les années 70, 80, la résorption de ghettos hein, qu'on a eu à Boissard, à Mortenol, à Bergevin, sur Pointe-à-Pitre majoritairement, la résorption de ces habitats pour aller vers des immeubles paracycloniques et parasismiques, puisque malheureusement on n'est pas soumis qu'à l'aléa cyclonique, on est aussi soumis à l'aléa sismique. Ça a avancé. Là où je suis plus inquiet, c'est sur l'aléa sismique, parce qu'on a une probabilité d'occurrence qui est beaucoup plus longue. Et donc c'est vrai que même si on a des petites secousses régulièrement, ça permet de se rappeler qu'on est dans une zone sismique. Moi j'ai vécu un petit séisme en Martinique au mois de septembre. C'est important aussi que on se prépare aussi à un séisme de forte intensité dans la Caraïbe. Ça va se produire. La question c'est quand, c'est pas si. Et donc là, je suis plus inquiet parce que ma génération n'a pas connu de séisme de très forte intensité. La génération de mes parents, pas trop non plus. Ma grand-mère, qui a 104 ans, Waouh, pas trop non plus. waouh, bravo. On a donc on a là, quand on regarde bien, sur plus de 3 générations aux Antilles françaises, même si on a eu aux Saintes début des années 2000 et en Martinique un séisme de forte intensité, mais aux Saintes, je crois qu'on a eu 1 ou 2 morts. En Martinique, je crois qu'on n'a pas eu de morts, si mes souvenirs sont bons. On n'a pas eu des destructions massives et beaucoup de morts. Donc, que ce soit sur la sécurité des biens et la sécurité des personnes, on n'a pas dans la mémoire collective un grand séisme comme au 19e siècle qui a rasé pratiquement Pointe-à-Pitre et qui va se reproduire. Il faut avoir en tête que plus le temps passe, plus l'énergie en fait va se stocker dans la terre. En fait, les plaques vont se comprimer. Et on est sur les mêmes phénomènes qui touchent le Japon. C'est que cette énergie, au bout d'un moment, les plaques il y avoir un point de rupture. Et cette énergie-là, quand elle va se libérer brutalement, c'est elle qui, pendant plusieurs minutes, on crée du mouvement. Vont faire, voilà. Et donc, faut imaginer, c'est long, c'est long, quelques dizaines de secondes déjà. Une dizaine de secondes, c'est long. Quelques dizaines de secondes, c'est long. Plusieurs minutes, quand on regarde ce qui s'est passé au 1er janvier, là, au Japon, c'est très long. Ça impacte fortement les infrastructures routières, les ouvrages d'art, les constructions. C'est là où je suis le plus inquiet parce que malheureusement, l'humanité l'oublie, la France l'oublie, mais les catastrophes naturelles qui tuent le plus, ce sont les séismes, les volcans et les tsunamis. Les 20 dernières années passées, 58% des morts de catastrophes naturelles entre 2000 et 2019, ce sont des tsunamis, des séismes ou des volcans. 83% des morts de l'année dernière, et si on prend une période plus restreinte, 83% des morts de catastrophes naturelles l'année dernière, c'est pas le réchauffement climatique, même si il y a aussi des morts à cause du réchauffement climatique. 83% des personnes qui sont décédées de catastrophes naturelles l'année dernière en 2023, ce sont des séismes. Mais les séismes, les cyclones, est-ce que c'est pas en lien avec ce réchauffement climatique ou c'est vraiment indépendant? Alors, on a pour la partie climatique des phénomènes qui vont pas forcément être plus fréquents. Donc, on n'a pas plus d'ouragans. Et parfois,
Dans certaines zones, hein, il faut avoir en tête que ce réchauffement-là, il n'est pas homogène partout. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne et les conséquences sont pas les mêmes partout. Donc, pour la partie outre-mer, donc si on parle de la Caraïbe ou un peu de l'océan Indien ou de la Polynésie, on n'a pas forcément des ouragans ou des cyclones plus fréquents. En revanche, ils sont plus puissants. Ça, c'est pas une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les normes auxquelles on a pensé il y a 10, 15, 20 ans, C'est et obsolète. même si on croit pas, non, c'est pas qu'elles sont obsolètes, c'est qu'elles vont être mises à l'épreuve, il va falloir peut-être renforcer. Non, il faut qu'on les respecte, mais il va falloir peut-être d'ici 15, 20, 30, 50 ans les renforcer. Ça, c'est la première chose. Ou avoir des habitats collectifs où on va pouvoir s'abriter si les maisons sont pas assez solides. Ça, c'est des choses auxquelles il va falloir penser. Donc, moi, ce que je dis souvent aux gens, hein, même si vous croyez pas au réchauffement climatique, c'est une opinion qui n'est pas factuelle, mais imaginons que voilà que vous n'y croyez pas. Quand on voit les phénomènes auxquels on est confronté, on est obligé d'agir. Enfin, si mes parents n'avaient pas barricadé leur maison en 89, pas sûr que je sois là en train de parler aujourd'hui. Si Bellal, les Réunionnais ne s'étaient pas organisés, s'étaient pas confinés, si le préfet n'avait pas demandé à ce que la population soit confinée pour Bellal, le cyclone qui a touché l'île de la Réunion, on aurait eu plus de victimes. Donc, quel que soit ce que l'on pense de tout ça, moi, ma question et ma mission en permanence, c'est toujours qu'est-ce que vous faites pour vous préparer si ça arrive? Et comme ça arrive pas forcément plus souvent, mais que c'est plus puissant, eh ben, on doit encore être mieux préparé que l'étaient nos anciens. Donc finalement, là, le point qui est extrêmement important, c'est comme finalement des alertes incendies, mais qui sont quand même beaucoup plus importants, où il faut vraiment avoir des réflexes pour se préparer au cas où. C'est ça, c'est ça. Surtout quand, en fait, ce que j'ai appris ces 14 dernières années sur ces sujets-là, c'est que quand on prépare sa famille, la cellule familiale, c'est le premier refuge. Quand on a des enfants, quand on est un père, une mère de famille, quand on est un chef de famille, on doit protéger les personnes de sa famille, encore plus les personnes les plus vulnérables. Moi, je pense à mes anciens. Ma grand-mère aujourd'hui vit dans ma maison, elle vit dans ma chambre aujourd'hui chez mes parents, parce que mes parents prennent soin et ils le peuvent encore. Ils prennent soin de ma grand-mère. Moi, en tant que père, je dois prendre soin de mes enfants. Donc, je leur offre un toit qui leur permet d'étudier, d'être en sécurité, à l'abri des éléments, et ils sont pas dehors. Voilà, c'est dans cette réflexion globale là qu'on doit intégrer la prévention pour la sécurité des personnes les plus vulnérables. Quand on parle de l'échelle, à l'échelle familiale, c'est la première cellule qui protège. La deuxième cellule qui protège, c'est les voisins. Le deuxième aidant, c'est pas les pompiers, la police, le Premier ministre, même s'ils ont leur boulot à faire aussi, hein. C'est la C'est les proximité, quoi. voisins. C'est les voisins. C'est est-ce que je peux compter sur le voisin du dessus, d'en dessous. Bah oui, C'est important forcément, il y a une d'être en bon terme avec solidarité. ses voisins. Ça peut paraître comme ça. On est dans des sociétés qui sont de plus en plus individuelles, mais attention, j'ai vu beaucoup de solidarité spontanée et j'ai en tête encore les attentats de Paris. Sur les réseaux sociaux, il y avait des hashtags portes ouvertes. Les gens ont Mais ouvert leurs portes. je Et c'est pense, important en fait que cette solidarité-là, elle soit entretenue sur des fêtes. Là, je parle de sujets anxiogènes, mais c'est en temps de paix que tout ça se prépare. C'est pas quand ça barbe qu'on découvre ses voisins, qu'on découvre sa famille, qu'on découvre qu'on a une vulnérabilité. non mais effectivement, ce que tu dis là est sur le biais justement des attentats en 2015. C'est ça, hein, 2015? Oui, c'est ça. Ouais, Ouais. 2015, bah moi j'étais aussi à Paris, donc forcément, et puis j'étais vraiment à côté, donc forcément, j'ai senti justement cet élan de solidarité et puis ce lien finalement qui est là et qui fait que voilà, on se demande est-ce que ça va de ton côté, est-ce que voilà, s'il y a un problème. Et je crois que malgré tout, même si on pense que souvent l'être humain il est un peu axé sur lui-même, à un moment donné, je pense qu'il s'ouvre vers l'autre quand il est vraiment dans une difficulté extrême, quoi. À un moment donné, il y a quand même Bien ce sûr, c'est le truc.
qui fait qu'on C'est va aller ça. vers l'autre. C'est ça. C'est la loi de la jungle. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, la loi de la jungle, c'est pas chacun pour soi. Dans la jungle, dans la nature, les espèces animales et végétales collaborent ensemble pour survivre. Et c'est un réflexe spontané que j'ai observé partout. Alors, évidemment, hein, on a une guerre en cours en Ukraine, on a des conflits israélo-palestiniens. Enfin, on a des horreurs qui sont commises tous les jours. Et l'être humain est aussi doué pour faire le mal. Maintenant, ce que j'observe aussi, c'est que majoritairement, tous les territoires où j'ai été, quels qu'ils soient, même à la frontière syrienne, dans des camps de réfugiés, à Zaatari, les gens sont solidaires entre eux. C'est impressionnant de voir. Et puis moi, c'est ce qui me fait me lever le matin. Sinon, je ferais pas ce métier. C'est que dans les situations les plus dures que j'ai pu éprouver, que j'ai pu vivre, les gens sont solidaires en général. Et malheureusement, l'actualité politique nous montre à quel point on est doué pour forcer le trait sur ce qui nous divise. Alors que dans la nature et dans la vraie vie, les gens s'aiment en général. Les gens sont capables de se porter assistance. On voit les inondations qu'il y a eu dans le Nord, on voit les feux de forêt. On voit les gens s'aider spontanément. Il y a toujours des abrutis, mais majoritairement, les gens s'aident. Et ça, quand j'interviens auprès des enfants, auprès des collégiens, auprès des lycéens, des étudiants, enfin du centre aéré à l'université, c'est impressionnant aussi de voir le bon sens des gamins. C'est-à-dire que nous, adultes, on est mortels, on le sait, et on évite de se faire mal ou de se mettre dans des situations où on peut mourir ou se blesser parce qu'on sait. Les gamins sont immortels. Je dis pas qu'ils sont pas prudents, mais ils ont une espèce d'innocence qui, quand on parle de ces sujets-là, est toujours pleine de bon sens. Moi, quand je fais des exercices de tsunami, j'ai beaucoup d'enfants qui m'ont dit, premier réflexe, c'est pas eux, c'est est-ce que ma grand-mère, elle a pas de smartphone, est-ce qu'elle va recevoir l'alerte sur son petit téléphone? C'est mon petit frère, il est à la crèche, il marche pas encore, comment il va faire pour échapper au tsunami? Ouais. Ouais, c'est du bon sens. Moi, ah oui, c'est magique. Et moi, ça me force à redescendre aussi. C'est pas penser forcément tout de suite solution technique. Moi, je suis un hacker éthique, donc je suis un technophile. On en parlera. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, moi, la leçon de ces 10 dernières années, c'est ça. C'est la technologie, elle est belle, elle est utile, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. C'est-à-dire que si derrière cette technologie, elle n'est pas au service de la survie, de la vie, du bien-être des gens, on passe à côté. Surtout dans les moments de panique, surtout dans les moments critiques. Et donc moi, ma doxa en tant que hacker, c'est aussi ça. C'est que les technologies auxquelles je touche, les technologies que je détourne, elles doivent être au service de la vie, au service de la survie des personnes. Donc tu disais tout à l'heure que tu étais hacker éthique. Tu as parlé de détournement. On détourne la technologie à d'autres fins. Et toi là-dessus, l'éthique, c'est à des fins pour l'être humain dans le côté utile des choses? Bien sûr, pour la vie, qu'elle soit animale, végétale, humaine, enfin la vie. Les gens, si tu veux, médiatiquement, ils ont une vision du hacker qui est un criminel, parce que médiatiquement, on parle que des hackers criminels. Majoritairement, là, on revient encore sur l'humanité. Majoritairement, les hackers sont éthiques. Tous les hackers que je connaisse, pratiquement, ont une vision éthique en fait de leur métier, de leur passion. Il y en a pour qui c'est un loisir. Moi, à la base, c'est un loisir. C'est devenu un métier. Mais moi, le hacking, c'est une culture. Le hacking, c'est 2 définitions pour moi. La première, c'est celle de Keren El-Azari, qui est une hackeuse, qui définit le hacker comme le système immunitaire de l'Internet. Notre boulot, c'est de comprendre où est-ce qu'il y a des vulnérabilités, des failles, des faiblesses, pas pour les exploiter, mais pour les corriger, pour durcir les systèmes. Comme dans le corps humain, on est un système immunitaire. Comme tout est connecté, en fait, on est un peu aussi système immunitaire de la ville, de la cité, parce que une infrastructure, un système d'information qui tombe, qui est attaqué par des hackers malveillants, c'est des vies, c'est un service qui est pas rendu, c'est des vies qui sont en danger. Quand on a des hôpitaux qui sont hackés, là pour le coup par des hackers malveillants,
des hôpitaux qui sont attaqués. Donc, je peux utiliser le mot attaqué parce qu'hacker à la base c'est noble. Un hôpital qui est attaqué, c'est des personnes, c'est des malades en soins intensifs qu'il faut déménager, c'est des serveurs qu'il faut jeter, c'est des consultants qu'il faut payer. On n'a pas un pays où l'argent est magique aujourd'hui, et encore moins pour la santé. On voit après le Covid à quel point les soignants souffrent. Donc si on rajoute en plus des difficultés informatiques qui font qu'on ne soigne pas ou qu'on soigne mal, c'est des vies qui sont en jeu. Donc c'est que la cybersécurité, qui est une des disciplines du hacking, hein, le hacking c'est pas que la cybersécurité, et la cybersécurité c'est pas que du hacking. Cet enjeu aussi de sécurité, la cybersécurité, c'est pas juste quelque chose de virtuel. Ça a un impact sur la vie des gens. Moi, la deuxième définition qui correspond encore plus à ce que je raconte, c'est celle du Chaos Computer Club, le CCC, qui est le plus grand club de hackers en Europe, en Allemagne, qui dit que le hacker, c'est celui qui doute. Nous, on fait pas confiance à nos machines. On fait pas confiance au système d'information. On fait pas confiance. On aime nos machines, on aime la technologie, mais on lui fait pas confiance. Et comme on fait pas confiance, on veut comprendre comment ça fonctionne. Et si on comprend pas, on cherche, et on trouve des failles, on trouve de nouveaux moyens de détourner cette technologie-là. Et moi, mon sujet, c'est si la technologie est utilisée correctement, elle doit être utilisée pour sauver les vies et améliorer le quotidien des personnes les plus vulnérables. Et c'est dans ce cadre-là que moi je m'inscris. En fait, c'est que quand je fais de la radio, je suis radioamateur, la première chose à laquelle je pense, c'est est-ce que je vais pouvoir utiliser cette techno-là, ce moyen-là, pour dire aux gens, attention, il y a une tornade qui arrive, et qu'ils évacuent, qu'ils se confinent et qu'ils se mettent à l'abri le plus vite possible. Mais justement, je remarque en fait que tu es sur deux points qui sont hyper importants aujourd'hui. Tu disais que il ne fallait pas faire confiance à la machine. Alors pour un utilisateur lambda, comme moi ou comme d'autres personnes, quel conseil donnerais-tu? On a parlé de prévention tout à l'heure sur les cyclones, etc. Maintenant, on va être sur la partie technologique. Bien sûr. Alors, que ce soit sur les cyclones, que ce soit sur la cyber, en fait, au final, qu'on parle de catastrophes naturelles, catastrophes technologiques ou catastrophes numériques, cyber, d'ailleurs qu'on peut rajouter dans la partie technologique, puisque c'est à cause de la technologie qu'on a l'attaque. Alors, je vais donner deux conseils. Pour la partie technologique, il ne faut pas hésiter à regarder les guides d'hygiène numérique. En fait, on essaie de faire des métaphores, des analogies. Quand on parle d'hygiène, le matin on se lave, on brosse ses dents, on va avoir aussi une intimité. Quand les gens me disent souvent mais moi j'ai rien à cacher. Si, on va pas aux toilettes la porte ouverte. Donc on a tous des choses à cacher parce qu'on a une intimité dans le cadre familial, avec son conjoint, avec ses enfants. Il y a des choses que le grand public, les gens dehors n'ont pas à savoir. Et donc, quand on parle d'hygiène numérique, c'est tout ça. Et moi, je conseille vivement les parents, les entreprises, les associations à lire ce guide d'hygiène numérique qui a été publié par l'ANSSI, parce qu'en France, on a la chance d'avoir une agence qui s'occupe de ces sujets-là, qui s'appelle l'ANSSI, ANSSI. Et donc, ce guide d'hygiène numérique, il liste l'ensemble des choses auxquelles on doit faire attention sur les réseaux sociaux, sur le choix de son mot de passe, sur les mises à jour de son téléphone, les mises à jour de sa tablette, de son ordinateur, sur le verrouillage. Parfois, on parle de cyber, mais il faut aussi imaginer qu'on est une entreprise, que les serveurs, les ordinateurs sensibles doivent être dans une pièce fermée à clé. Tout le monde ne doit pas pouvoir accéder au système d'information sensible d'une petite entreprise parce qu'elle stocke sa comptabilité, les fichiers clients, les fichiers des patients quand on est un médecin. Et donc, ça, c'est la référence qui est mise à jour régulièrement par l'ANSSI, les services de l'État, et qui disent, voilà, avant une attaque, voilà ce qu'il faut faire pour éviter déjà d'être attaqué. Si on est attaqué, voilà ce qu'il faut faire pour éviter d'aggraver la situation. Et après l'attaque, voilà ce qu'il faut faire, qui il faut contacter pour régler le problème et remettre en route les systèmes d'information de la société. Ça s'appelle d'ailleurs
si on prend un cadre global général auquel on applique aussi pour la cybersécurité, dans une entreprise, on appelle ça les plans de continuité d'activité, donc les PCA. Donc, comment on fait en sorte, quel que soit ce qui se passe, continuer à travailler, même en mode dégradé. Et quand c'est pas possible, parce que ça arrive, quand le cyclone est trop violent ou que l'attaque est trop violente, ben, on est obligé de tout arrêter. Et donc là, on met en place ce qu'on appelle un PRA, un plan de reprise d'activité, pour remettre en route les systèmes, savoir où les salariés sont, d'où ils travaillent, est-ce qu'ils sont vivants. Moi, j'ai eu des cas comme ça. Saint-Martin, il y a des entreprises qui ne savaient pas 2 semaines après si leurs salariés étaient vivants à Saint-Martin. Et donc, le PRA, c'est à la fois de la technologie et de l'humain. Sur la partie catastrophe naturelle, à peu près les mêmes principes, mais qui sont beaucoup plus documentés, je trouve, en tout cas. C'est ce qu'on appelle les DICRIM. Les DICRIM, ce sont les documents d'information communaux des risques majeurs, DICRIM. Et donc, chaque commune, chaque grande métropole a son DICRIM. Dans le DICRIM, on a le territoire, il est décrit tel qu'il est, et toutes les crises qu'il a connues dans le passé, et comment les anciens ont géré. Combien il y a eu de morts, de blessés, de maisons détruites ou endommagées. En fait, c'est un historique, ensuite, quoi. Ah oui, tout à fait. Le DICRIM, c'est ça. C'est qu'il faut qu'on parte. Si on ne sait pas d'où on vient, on peut pas savoir comment on va pouvoir gérer le futur. Donc, l'histoire, c'est très important. Donc, dans le DICRIM, il y a le passé, parce que le passé, c'est ce qui permet de dire, ben voilà, on est dans une zone où il y a tel ou tel ou tel risque. Pour chacun de ces risques-là, voilà ce qu'il faut faire. Donc, le DICRIM, c'est ça. C'est, voilà quelle radio je dois écouter, comment je dois me préparer, qu'est-ce que je dois avoir comme matériel ou comme réserve chez moi, dans mon entreprise, dans ma mairie. Donc, première chose, là, c'est des choses que j'ai apprises avec les forces spéciales. La première chose qu'on doit avoir en tête, c'est la réserve d'eau potable. C'est la première chose qui vient à manquer. Que ce soit dans sa voiture, chez soi, dans sa cave, son grenier, il faut avoir des réserves d'eau potable. Où que vous soyez, qui que vous soyez, dans quelque île que vous soyez, il faut des réserves d'eau potable. Je ne vais pas aller jusqu'au Japon, où eux, c'est martial, c'est 5 litres d'eau par pièce. Mais attends, là, je te coupe, je suis désolé, je te coupe, mais ça veut dire qu'en gros, là, il se passe quelque chose, ça veut dire qu'en gros, on doit prévoir, ça veut dire qu'on doit avoir notre stock d'eau chez nous. Tout à fait. Toujours. C'est-à-dire ça, c'est quelque chose qu'on a de l'eau, des bouteilles d'eau mais minérale. Combien de litres qu'on doit avoir? Faut avoir au minimum 2 litres par personne dans la maison, à minima. Et quand on voit ce qui se passe à Mayotte, c'est 2 litres d'eau par jour et par personne. Moi, quand j'étais à Zatari, à la frontière syrienne, c'est 5 litres d'eau par jour et par personne. Donc, quand on a 80 000 personnes dans un camp de réfugiés, au-delà du fait qu'on mette des tentes pour abriter les gens, évidemment des éléments, de la chaleur, de la pluie, etc., du vent. Deuxième chose, l'eau, c'est ce qui vient à manquer en premier. On peut penser à toutes les technologies, l'énergie. Si on n'a pas d'eau, on passe pas les 3 jours. D'accord? Donc, si on est bloqué à un endroit, la Vésubie, la Roya dans les vallées, les feux de forêt, c'est la première chose qu'il faut protéger, l'eau potable. Ensuite, la nourriture. La nourriture, on peut tenir un peu, mais nourriture, c'est des choses qui nécessitent pas de feu, donc des barres céréalières, des conserves, des petites choses qu'on peut manger de manière un peu crue, mais qui ont une longue période de conservation. Donc des conserves, des petites boîtes comme ça et des petits sachets qui permettent d'avoir de quoi tenir et un peu de protéines, en tout cas, pas forcément remplir son ventre, mais voilà, qui permettent de passer quelques jours difficiles. Voilà. Et après, radio à pile, parce que les gens oublient, mais les téléphones portables, là on l'a vu en Bretagne et à La Réunion, Ciaran Domingos, c'est plus d'1 million de personnes qui ont plus de téléphonie, ni fixe ni portable, pendant plusieurs jours. 40% des personnes à La Réunion qui avaient plus de téléphonie mobile et d'électricité. Parce que en fait, quand il y a des crises comme ça, première chose qui tombe, c'est l'électricité. Donc plus d'électricité égale plus de téléphone, plus de box,
plus de téléphonie mobile puisque les antennes relais, elles ont pas plus de 2, 3, 4 heures d'autonomie en général. Euh, et 3-4 heures, c'est beaucoup. Donc quand on regarde l'extinction des sites mobiles au fur et à mesure que la tempête passait en Bretagne et en Normandie, on voyait que sur le passage du vent, au fur et à mesure, les antennes relais tombaient les unes après les autres. Il n'y a pas de courant. Donc ça, faut avoir en tête qu'une radio à pile, c'est ce qui permet d'avoir les informations et savoir ce qu'on doit faire, et si les éléments se déchaînent ou vont se déchaîner. Et ensuite des couvertures, avoir ses papiers d'assurance stockés, tout ça c'est documenté dans le DICRIM. Il y a d'autres documents, le DICRIM c'est le meilleur. Il y a les PFMS, les plans familiaux de mise en sûreté. Donc ça c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, à l'échelle de la cellule familiale, et à l'échelle d'une commune ou d'un quartier, les plans communaux de sauvegarde qui sont là appliqués par les mairies et qui dans chaque quartier prévoient ce qu'il faut faire. Et donc les mairies doivent aussi avoir des stocks d'eau potable, doivent avoir des ERP, des établissements qui reçoivent le public pour pouvoir mettre les gens dans des gymnases, des écoles pour les abriter, doivent avoir un peu de nourriture aussi en stock. C'est pas toujours respecté. Toutes les communes n'ont pas forcément des stocks de nourriture aujourd'hui pour pouvoir alimenter toute la population. Ça, attention, et on le voit, les agriculteurs qui barrent, ça n'a pas duré, mais les agriculteurs qui barrent des axes routiers, des ports qui sont bloqués, des coupures d'électricité, une tempête, un conflit armé en Ukraine, on a des petites tensions et des produits qui disparaissent très vite des rayons. Donc c'est important d'avoir. Alors je dis pas ça pour faire peur. Enfin moi je non, crois mais justement. Après on va tempérer tout ça. On va tempérer. Ouais, bien sûr, mais l'idée pour moi c'est de dire voilà, on est dans un territoire qui malgré sa richesse, on est un pays riche en France. On est un pays riche même si tout n'est pas parfait, mais par rapport à d'autres territoires, on est un pays riche. On est un pays avec un État qui est puissant. C'est-à-dire, je parle pas forcément du gouvernement, mais je parle de l'administration, les fonctionnaires, les policiers, les gendarmes, les pompiers, la sécurité civile. On a un pays qui est puissant, c'est-à-dire qu'on est capable, c'est pas parfait, c'est jamais parfait, c'est parfait nulle part, mais on est un pays qui est capable de déployer de gros moyens très vite, très loin, pour pouvoir porter assistance aux populations. Et pas que les Français d'ailleurs, on les projette d'ailleurs à l'étranger. Donc ça, il faut l'avoir en tête, mais il faut que pendant quelques heures, quelques jours, se dire, bon voilà, si ça barde, est-ce que je suis capable de me gérer, de gérer mes enfants, de gérer ma famille, de gérer mes voisins? Parce que c'est aussi ça, c'est que moi quand j'écoute les Cubains, les Vénézuéliens, les Chiliens en Amérique latine sur ces questions-là, quand ils font des exercices, il y a une grande solidarité dans le voisinage. À Cuba, quand ils évacuent pour un exercice, ils prennent leurs ordonnances, les lunettes, la nourriture de la veille ou du jour même, ils prennent un petit duvet, ils vont dans le site refuge et le soir, ils font une méga soupe avec tout ce que tout le monde a ramené en nourriture. Ce que tu me racontes là, on sent quand même qu'il y a quand même la préparation, une sorte d'habitude aussi quelque part. Donc forcément, les premiers gestes, les réflexes, ils les ont automatiquement. Elles sont ancrées. Mais là, d'ailleurs, en France, on ne s'y est pas trompé. L'année dernière, on a voté une loi qui oblige les communes à faire des exercices avec leur population tous les 5 ans maximum. C'est-à-dire qu'au moins, sur 5 ans, la commune doit au moins organiser un exercice avec sa population pour se préparer au cas où. Et en Outre-mer, tous les ans, les salariés du privé et du public doivent recevoir une formation sur les risques majeurs. Tous les ans. Tout à l'heure, on a parlé de réchauffement climatique. Il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. Bon, bref, en tout cas, lorsqu'on regarde les saisons et lorsqu'on voit qu'en hiver, il fait 22 degrés, donc on se pose des questions. Donc forcément, je pense que le réchauffement climatique, on est dedans. Par contre, la question, c'est que forcément, plus on va avancer, plus la planète chauffe. Et ça renvoie à une question, c'est que notre quotidien, nos habitudes, forcément, elles vont changer. Complètement. Moi, j'ai des gamins aux Antilles qui étaient au bord du malaise à cause de la chaleur. 35 degrés, 85% d'humidité, température ressentie 45 degrés. Les jeunes à qui j'étais en formation météo, justement, sur un bootcamp météo,
est en difficulté. Et c'est des Antillais, c'est des enfants qui sont nés dans un climat chaud. Et donc là, cette semaine, j'ai dû travailler avec des ministères pour pouvoir imaginer ce que serait une alerte canicule aux Antilles. C'est dire, même si on ne croit pas au réchauffement climatique, les faits sont là. On a eu plus d'une dizaine de morts aux Antilles cette année d'hyperthermie. C'est-à-dire des gens qui meurent en zone tropicale de trop forte chaleur. Donc là, et c'est qui? C'est des sportifs qui ont été faire des footings entre 10h et 14h. On peut plus courir, on peut plus faire de footing dans des conditions, quand on n'a pas d'alizé, quand on n'a pas de vent, qui fait plus de 35 degrés et qui a plus de 85% d'humidité, certaines activités doivent être arrêtées. Et donc, il faut aujourd'hui préparer les territoires à ce que, on peut plus être charpentier. En tout cas, on peut plus travailler quand on est charpentier à certains moments de l'année. C'est pas possible parce qu'il fait trop chaud. Ou à certains moments ou certaines heures de la journée. Donc, un charpentier demain, on va lui dire, légalement, tu vas pouvoir travailler de 6h à 10h et après 16h parce que les températures sont beaucoup trop élevées pour te permettre de travailler en toute sécurité pour ton organisme. On va devoir s'adapter donc sur ces canicules, on le voit là, plus d'un Européen sur deux sera exposé à ces risques-là d'ici 2030. C'est des dizaines de milliers de morts tous les ans, ces canicules. Petit point de vigilance, les canicules, on pensait tout le temps aux vieux. Là, on est en train de se rendre compte que c'est pas que les personnes âgées, les personnes les plus vulnérables qui sont victimes de ces canicules, ce sont aussi des personnes qui sont dans la force de l'âge, mais qui n'ont pas une activité adéquate par rapport aux conditions climatiques. On voit des quantités d'eau qui tombent d'un seul coup. Une année de pluie qui tombe en quelques heures, quelques jours. Ça, pareil, les réseaux routiers, les réseaux d'évacuation des eaux pluviales ne sont plus adaptés. Donc forcément, on va devoir construire ou stocker temporairement cette eau-là dans des citernes, dans des cuves, comme ils le font en Belgique, comme ils le font en Suisse, pour pouvoir attendre, évidemment, que cette eau puisse s'évacuer après ce stockage et qu'elle puisse derrière être distribuée ensuite sur des jardins publics, sur des eaux qu'on va réinjecter pour les eaux usées, ce genre de choses, pour laver la voirie, etc. Mais effectivement, on va devoir trouver des solutions, trouver une manière de s'adapter, des manières de vivre, des formations aussi à donner aux jeunes, des métiers à inventer pour adapter nos modes de vie dans les villes, à la campagne, en bord de cours d'eau, à la montagne, en forêt, sur le Maroni en Guyane. Quand le fleuve Maroni a l'étiage, les piroguiers peuvent pas travailler de la même manière. Donc, même sur la manière dont on va se déplacer, il va falloir évidemment imaginer. Mais c'est passionnant. Alors, ça peut faire peur. Mais moi, quand je parle du coup de solutions, et pas que technologiques, et c'est toute une organisation sociale, c'est important d'associer tout de suite en tant qu'adulte, en tant que papa, en tant qu'intervenant, en tant que hacker éthique, des jeunes pour réfléchir. Si je suis là devant toi, c'est parce que des personnes l'ont fait avec moi à l'époque, depuis Hugo. Il y a des gens qui m'ont passionné de ces sujets-là, pas en me racontant tout ça pour me faire peur, mais en me disant, voilà, hop, on va retrousser les manches et puis on va trouver des solutions. On va travailler. Moi, après Hugo, les adultes sont pas venus me dire, tout est foutu, et foutu pour foutu, il y a toujours l'espoir de reconstruire. Exactement, et puis de trouver des solutions. Il y a des territoires où on sait que ça va se produire, où on peut anticiper. C'est pas comme un séisme qui arrive et puis on a quelques secondes pour réagir. Il y a des choses où on sait sur plusieurs jours que le cyclone va arriver. Donc quand on a comme ça plusieurs heures, plusieurs jours pour s'adapter, c'est génial parce qu'on peut derrière mettre en place des mécanismes de résilience. Et toi, là-dessus, justement, toi, tu es un adepte, justement, de l'empouvoirment, c'est-à-dire un mécanisme d'aide par une montée de ses compétences, finalement, c'est un peu ça, l'idée? C'est ça, en fait. Ce que je dis souvent aux gens, je demande pas à tout le monde de devenir hacker, je demande pas à tout le monde de devenir météorologue, des experts du climat. Chacun son métier. Tout le monde peut pas être pompier, tout le monde peut pas être, même si je le souhaiterais, un acteur de la sécurité civile. Néanmoins, quand on regarde la société telle qu'elle est faite, un prof a un rôle à jouer.
une mère de famille a un rôle à jouer. Un boulanger, tout le monde ne sait pas faire du pain. Mais on a des gens en France qui savent faire du pain. Et donc, ces gens, ben, leur boulot, et on l'a vu pendant le Covid, hein, quelles ont été les professions les plus importantes? Les personnes qui s'occupaient de faire à manger, d'évacuer les déchets. On oublie, mais une fois qu'on a mangé, d'évacuer les déchets, soigner. C'était ça, hein, les professions importantes. Hein. Chaque personne a un peu un rôle à jouer sur la fabrication de nourriture, sur la purification de l'eau, sur l'évacuation des eaux usées, sur savoir enterrer nos morts. Le Covid, il y a eu un sujet. Il y a eu un sujet. On a stocké des morts dans des containers frigorifiques en Guadeloupe. Ça a été ça aussi, le Covid. Haïti, il a fallu faire des fosses communes pour enterrer les gens sans même leur dire au revoir. C'est ça aussi. C'est dur ce que je dis, mais cette mémoire, surtout nous, peuple caribéen insulaire, on a une culture de la mémoire chez nos anciens. C'est important aussi de se dire, voilà, je vais peut-être perdre des gens, mais comment je vais pouvoir me recueillir après? La canicule de 2003, les fours crématoires tournaient à plein régime parce qu'on n'avait plus de place pour enterrer les gens. Et cette question de la mort, enfin moi à laquelle je suis confronté régulièrement, c'est dur parce que moi je m'y habitue jamais. Chaque deuil est unique, mais c'est une phase à laquelle aussi il faut se préparer. Pas plus tard que cette semaine, je l'ai dit avec mes mots d'enfant à ma maman, mais quelque part ce que je disais à ma maman, c'est maman, je mets des guillemets, je lui ai pas dit ça comme ça, mais comment tu veux mourir? Et je lui ai pas dit ça comme ça. Mais le problème, c'est que la mort, ça commence à bouger, mais ce sont un peu des sujets pour lesquels on n'évoque pas, on met pas ça en lumière, alors que quand ça arrive, tu te dis, mais mince, j'aurais voulu en parler pour que ça soit plus clair et que ça soit plus fluide finalement sur la fin de vie. Complètement. Bien évidemment. Tu sais, là, je dis à ma maman, je lui dis, écoute, maman, parce qu'elle est aux Antilles, moi je vis ici dans l'Hexagone, je m'organise, je commence à me préparer à m'organiser pour prendre soin de toi. Elle me dit, mais moi j'espère ne jamais être à la charge de mes enfants. Je dis, mais maman, on peut pas savoir ça. Maman, ma grand-mère disait la même chose. Je suis né, ma grand-mère avait 60 ans, d'accord? Ma grand-mère disait la même chose. Elle ne voudrait pas être à la charge de ses enfants. Mais elle vit dans ma chambre, c'est mes parents. Et c'est mon père, qui est son beau-fils, qui s'en occupe avec ma mère et tout. Donc je lui dis, maman, à un moment, j'ai 2 petites sœurs, je vais devoir prendre, et je prendrai ma part, vraiment. Même si on est 3 dans ma fratrie, je prendrai mes responsabilités et je commence déjà à m'organiser, à me dire, voilà, comment je vais pouvoir prendre soin de ma mère. Et tu vois, elle a bugué parce qu'elle se dit, waouh, ok, ben oui, parce que tant que tout va bien et que tu es autonome, ça va. Mais le jour où elle va se blesser, le jour où elle va pas forcément avoir la force, juste musculaire, c'est la vitalité, de pouvoir c'est le manque de vitalité après, vivre, tu vois. Puis mes 2 parents sont vivants, mais je l'espère pas, mais ça va arriver, tu vois. Il y en a un qui va peut-être partir avant l'autre, et donc du coup, tu vois, je leur dis, tu vois, si c'est mon papa qui part en premier, si c'est ma maman qui part en premier, tu vois, je fais des hypothèses. Ça, c'est mon boulot. De toute façon, au quotidien, c'est de prévoir le pire pour pouvoir justement anticiper. Là, je suis sur un sujet qui peut paraître lointain pour certains ou qui peut paraître tabou. Mais en fait, ce que je dis souvent, c'est que la guerre, elle se prépare en temps de paix. La crise, elle se prépare en temps de paix. Et en fait, c'est quand on est en pleine possession de ses moyens, de ses capacités financières, de ses capacités cognitives, de ses capacités de mobilité, tout simplement. C'est à ce moment-là qu'il faut qu'on se dise, voilà, si je suis blessé, comment ça va se passer? Les forces spéciales, tu vois, c'est ce qu'elles me disent. C'est, tu dois évacuer 10 personnes, tu vas en avoir 6 qui vont avoir envie de vivre. Tu vas en avoir 2 qui vont être indécises et 2 qui vont vouloir mourir. Tu vois, qui vont se laisser mourir. Mais tu dois gérer ceux qui veulent survivre et ceux qui sont indécis pour aller vers l'objectif, parce que si tu perds et tu te laisses embarquer avec ceux qui veulent pas vivre, eh ben, tu as un problème. Et en fait, dans les crises, c'est toujours ça. J'ai toujours une partie de la population. C'est pour ça que je veux pas qu'on stigmatise les climato-sceptiques. Parce que même face à
Tsunami, j'ai des gens qui te disent, ils voient arriver le danger, hein, qui te disent qu'ils bougent pas. J'ai des gens qui, face à des crues, la rivière elle est en crue, leur maison elle va se détruire et tout, hein, Ils qui veulent pas disent, bouger. moi je quitte pas ma maison. Ok, mais j'ai 50 personnes derrière. Donc, à un moment, je peux pas, moi, me mettre en danger pour 2 personnes, pour 3 personnes, pour 10 personnes qui veulent pas. On va essayer de les convaincre. Mais derrière, j'ai tout le reste, en fait, à gérer. Et en fait, tu vois, ça, si tu veux, dans mon métier, quand on parle d'éthique, quand je parle d'empouvoirment, aussi, c'est ça. C'est de dire aux gens, attention, vous ne serez pas tout, on va pas toujours vous tenir la main. J'aimerais, mais le président de la République, il n'en a que 2. Le Premier ministre a que 2 mains, le ministre de l'Intérieur a que 2 mains. Alors, il n'y a pas un policier, il n'y a pas un gendarme, il n'y a pas quelqu'un de la sécurité civile, il n'y a pas un pompier pour chaque Français. C'est pas possible. C'est juste mathématiquement pas possible. Il n'y a pas un maire pour chaque citoyen, si on doit descendre encore d'un cran. Donc, à un moment, il faut que les gens soient conscients que pendant quelques heures, quelques jours, ils vont devoir se gérer. Et se gérer, c'est, comme je disais tout à l'heure, avoir de l'eau, avoir de la nourriture, avoir ses papiers d'assurance, savoir où sont ses enfants, connaître les points de rencontre. Je te prends un exemple concret au Chili, parce qu'on théorise, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au Chili, en 2010, ils ont eu un séisme et ils ont eu des morts. Catastrophe. Et là, le gouvernement de l'époque, la population lui reproche de ne pas avoir fait ce qu'il fait. Et donc, ils se disent, bon, on va faire une plateforme web qui s'appelle la Familia Preparada, donc qui a été montée par l'ONEMI, la sécurité civile au Chili, et qui dit, voilà, sur cette plateforme, vous allez rentrer où travaille papa, où travaille maman, où est scolarisée ma petite sœur, où est-ce que je suis scolarisé, où est mon grand frère. La plateforme est calculée dans la zone d'habitation, travail et scolarisation des enfants. Quel était le point de rencontre idéal pour la famille si la crise survenait pendant que tout le monde était au travail ou à l'école? Parce que la maison n'est pas forcément le meilleur point. Si la maison est dans une zone vulnérable, il faut peut-être aller ailleurs. Et donc, les enfants, ça produisait un petit truc avec des petits personnages de manga et tout, où les enfants, en fait, se retrouvaient avec une checklist, une liste de choses à avoir, à préparer, à connaître, au cas où. 2015, il y a un séisme de forte puissance, tsunami, submersion, fin d'après-midi, début de soirée, 1 100 000 personnes sont évacuées en 45 minutes. Waouh, c'est énorme. Quand je dis c'est énorme, c'est énorme dans le sens où c'est très rapide. Voilà. Donc, l'humanité, quand elle est préparée, quand elle est informée, quand elle est formée, parce qu'ils ont fait des exercices, ils ont fait des petits dessins animés, ils ont parlé aux enfants, les enfants ont vraiment été la cible de ces situations d'entraînement, qui deviennent des ambassadeurs auprès des adultes. Et donc là, mon sujet à chaque fois, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que je vais utiliser comme ressort culturel? Tu sais, avant, quand je faisais ces exercices-là, je dis, j'aurais fait un sound system, j'aurais eu 50 000 personnes qui seraient venues. Je fais un exercice de tsunami, j'ai à peine 100 personnes. Et au début, ça m'énervait. Je me dis, on est trop fort pour faire la fête, apprendre à s'amuser, tout ça. Ça, il y a toujours du monde. Pour, comme on dit chez nous aux Antilles, pour embrayer manger, toujours du monde. Alors que pour les trucs sérieux, il y a personne. Et en fait, c'est pas bien de raisonner comme ça, en fait. Parce que, en fait, sur les sujets dont on parle là, la culture, elle est importante. C'est pour ça que j'ai dit oui quand tu m'as proposé d'enregistrer ce podcast-là, parce que la musique, la poésie, la littérature, le théâtre, le cinéma, la télévision, les podcasts, les médias, tout ça, ce sont des lieux où en temps de paix, on peut parler aux gens et stimuler leurs imaginaires. La peur, c'est toujours un puissant moteur pour faire plein de choses. Mais la peur, malheureusement, c'est aussi un moteur à déni. C'est-à-dire qu'on parle aux gens de choses tellement graves, tellement compliquées parfois aussi. Même moi, je me retrouve parfois dans cette situation-là. Je me dis, mais non, on va réussir à trouver une solution. Mais en fait, la peur, elle produit aussi du déni. Les gens, ils se disent, non, c'est pas possible. Et c'est normal, c'est même animal. C'est-à-dire que on expose à la personne quelque chose de tellement violent qu'elle se dit, non,
c'est pas pour moi, non. Ça arrive qu'aux autres, non. Ça sera pas de mon vivant, etc. Et moi, mon sujet, c'est ça. C'est de se dire, qu'est-ce que je vais avoir comme autre ressort? Et là, pour ça, la musique, la culture au sens large du terme, c'est le meilleur vecteur. Parce qu'en fait, là, on stimule un autre sentiment, une autre émotion qui est le rêve. Et le rêve, c'est beaucoup plus puissant que la peur, parce que le rêve engage. Le rêve, une vision. Comme tu dis, il y a le rêve, l'imaginaire, la vision, mais il y a aussi la manière d'aborder la thématique. Et c'est vrai que comment tu vas l'embellir, comment tu vas la mettre en avant, comment tu vas la mettre en lumière, va faire qu'il y aura plus ou moins des gens qui vont venir. Et c'est vrai, c'est comme finalement, c'est du marketing, hein. Un paquet de gâteaux qui est emballé d'une certaine manière, qui est tout blanc, où il y a rien du tout au niveau de l'emballage, tu vas peut-être pas le prendre. Par contre, s'il commence à avoir un peu de fantaisie, des couleurs, ah bah là, ça va t'intéresser. Mais depuis 2 ans, j'en parle à des artistes, à des chanteurs, à des DJ pour, ok, qu'est-ce qu'on peut, à des cinéastes aussi, comment on peut faire une série documentaire, comment on peut utiliser les séries, la télé, les réseaux de streaming. Pour diffuser cette culture du risque-là, mais sous un autre angle. Sur un angle, ok, ça va arriver, on est sûr que ça va arriver, mais la question c'est pas si, c'est quand et est-ce qu'on sera prêt. Et quand tu regardes à Mayotte, qui est un territoire dont on parle que pour des faits divers, mais Mayotte, c'est un territoire qui a su, sur la prévention des tsunamis, mettre un sportif en avant, mettre une chanteuse traditionnelle, mettre les autorités religieuses aussi, le cadi, pour pouvoir aussi transmettre à la population, avec des personnes que la population reconnaît comme légitimes, parce que cette population aime ces chansons, aime voir ce sportif, aime écouter leurs leaders religieux, pour pouvoir transmettre en fait ces messages. Et pour moi, c'est un des meilleurs exemples en fait de spots télévisés en matière de prévention contre les tsunamis, à cause du volcan Fani Maoré, hein, qui provoque beaucoup de séismes au large de Mayotte, qui est un risque, hein, qui est à risque aussi, hein, en matière de tsunami. Et donc voilà, utiliser et faire passer ces messages par des personnalités qui sont appréciées de la population, qui sont issues de l'industrie culturelle et sportive ou religieuse, qui sont issues des autorités religieuses, c'est aussi une manière de faire passer ces messages-là auprès de la population et de manière non anxiogène. Il y a aussi un élément important, c'est OpenStreetMap. Oui. Vas-y. Oui, OpenStreetMap, c'est un projet de cartographie libre auquel j'ai contribué dans les années 2010 parce que déjà pour mon boulot, j'avais besoin de données cartographiques à jour. Donc OpenStreetMap, pour ceux qui voient pas ce que c'est le Wikipédia de la cartographie. En gros, on est des centaines de millions de contributeurs qui vont rajouter un point, une ligne, une route, un arbre, un poteau incendie, giratoire, un feu tricolore, les limites de vitesse sur les routes, des bâtiments, des mairies, des horaires d'ouverture, bref, une grande base de données cartographiques mondiale, gratuite, qui permettent en fait aux gens d'avoir des données cartographiques libres dans le monde entier avec le respect de leur langue, de leur culture et de leur territoire. Moi, j'ai commencé à contribuer un peu avant 2010 à ce projet quand j'étais encore fonctionnaire au ministère de l'écologie parce que j'avais besoin de données cartographiques à jour. Et en fait, après le séisme en Haïti, on s'est rendu compte que quelques heures après le séisme, même quelques jours, on était capable de cartographier de très grandes zones pour les ONG, les gouvernements et les armées qui portaient assistance aux populations. Et donc ça a été un déclic chez moi de me dire, voilà, mes compétences scientifiques et techniques peuvent aider à sauver des vies, peuvent aider à améliorer le quotidien de personnes qui ont été victimes d'une catastrophe. Et donc j'ai continué comme ça, hein, encore jusqu'à aujourd'hui, à contribuer à ce projet-là. On a même des caméras 360 avec des projets comme Panoramax, comme Mapiari, qui permettent de faire du street view. J'étais à Mayotte, j'étais en Polynésie, j'étais en Nouvelle-Calédonie. J'ai photographié en 360 en fait ces territoires, à la fois pour les cartographier, mais aussi pour pouvoir avoir à distance une copie numérique qui permette de dessiner des itinéraires d'évacuation en cas de tsunami, de cartographier l'érosion du territoire, du littoral, connaître des problématiques aussi d'élagage, de feux de forêt. Donc j'ai fait ça aussi en Corse.
Et en fait, on se rend compte à quel point les technologies avec OpenStreetMap permettent aux primo-intervenants, aux personnes qui vont vraiment être les premiers à intervenir en cas de crise. C'est stratégique. On ne peut pas aujourd'hui travailler sur un territoire ou une crise sans données cartographiques. C'est impossible. On a besoin de cartes, on a besoin de communication, on a besoin d'énergie. Et donc, si on ne sait pas où on est, si on ne sait pas où on va, on ne peut pas faire correctement la mission. Et donc, moi, mon boulot, ça a été à la fois en tant que contributeur, mais aussi en tant que président d'OpenStreetMap à l'époque, OpenStreetMap France, pour la partie française, de vraiment aussi montrer aux autorités dans le cadre associatif que la société civile était capable de trouver des solutions pour pouvoir faire face à des catastrophes qui vont toucher des territoires. Je crois qu'en début d'entretien, tu as dit que tu étais radiomateur. Il y a une notion aussi qui est importante, c'est que finalement on se rend compte que lorsqu'il y a une catastrophe naturelle, souvent il n'y a plus d'électricité et qu'il faut communiquer. Et qu'il faut justement trouver des moyens pour communiquer. Et donc c'est dans ce cadre-là que tu es devenu radiomateur ? Radiomateur, oui, tout à fait. En fait, en 2017, j'ai passé ma licence au mois de juin. Donc ça va faire bientôt 7 ans que je suis radiomateur. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'on allait sur un théâtre d'opération, il y avait une crise, il n'y avait pas d'énergie, il n'y avait pas de réseau, et souvent, on se rend pas compte, mais la première demande des gens, quand on va sur une crise, c'est pas l'eau, c'est pas la nourriture, c'est qu'ils veulent des nouvelles de leurs proches. Et ça crée des grosses tensions. C'est-à-dire que les gens, ils veulent soit avoir des nouvelles de leurs enfants et de leur mari, de leur conjoint, et ça c'est normal, soit donner des nouvelles, c'est-à-dire dire à leur famille qu'ils vont bien. Et tu vois, ça, c'est impressionnant de voir à quel point ce lien social, communiquer, prendre des nouvelles, donner des nouvelles, ça passe avant boire et avant manger. Et ça crée des tensions, c'est-à-dire que les gens devenaient même agressifs à cause de ça. Et donc, je me dis, je dois pouvoir venir sur ces sujets-là avec un moyen de donner à ces personnes moyen de communiquer, de donner des nouvelles, de prendre des nouvelles. Et ça, pour moi, c'est important. Et donc, je suis devenu radioamateur pour moi, parce que c'est une démarche personnelle, c'est une licence que l'on a et un examen qu'on passe auprès des services de l'État, la NFR, qui me permet, en fait, avec un indicatif, une immatriculation qui s'appelle F4HXS, de pouvoir, en fait, être identifié. F4HXS, c'est mon indicatif. C'est une immatriculation comme une plaque minéralogique qui... quand on dit F4HXS, on sait que c'est Gaël Musquet. Ouais, c'est ton identification. C'est mon identification, donc c'est personnel et c'est un indicatif qui me permet d'expérimenter. Le radioamateurisme, c'est un loisir scientifique et technique qui permet d'expérimenter et ça me permet en fait de créer mes propres radios, de les tester sur plusieurs bandes de fréquences, sur de très grandes distances, sur des dizaines de milliers de kilomètres par exemple. Je peux expérimenter l'envoi d'un message d'alerte tsunami. Sur tous ces sujets-là, énormément travailler pour permettre en fait aux personnes de devenir radioamatrices elles-mêmes. Donc en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, on a des radioamateurs qui sont très actifs. Toutes les semaines, ils s'entraînent pour vérifier que leur radio fonctionne. Et tu vois, suite à Irma, on a eu un regain en fait d'activité des radioamateurs parce que les gens se sont rendus compte après Saint-Martin qu'ils pouvaient être vite très seuls pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et donc, beaucoup de personnes sont devenues, ont passé cette licence de radioamateur en Guadeloupe. Le plus jeune radioamateur, il y a 2 ans, à La Réunion, avait 10 ans, de France, a passé sa licence à 10 ans, parce que ça nous met en capacité. Et là, on l'a vu pendant l'ouragan Bellal, le cyclone Bellal, on a pu, ces radioamateurs à La Réunion ont pu, par exemple, communiquer toutes les heures, savoir si tout allait bien d'un bout à l'autre de l'île. C'est un territoire où on a plus de 14 relais radioamateurs au cas où il y aurait des coupures électriques, des réseaux téléphoniques qui ne fonctionnent pas, la télé qui fonctionne plus. Ces personnes sont qualifiées, expérimentées, formées et dans la population pour pouvoir accompagner les maires, les collectivités, les personnes qui ont besoin d'aide. Comment on fait pour prendre du recul
sur tous ces événements, sur toutes ces catastrophes? Comment on fait pour se détacher de tout ça? Ben, moi, ce que je dis souvent, tu vois, il faut qu'on utilise les milieux culturels. En fait, on a plein d'opportunités dans l'année. On a des fêtes votives, des fêtes communales, on a des festivals. Les festivals, pour moi, c'est des moments. Un festival, ce que je dis souvent quand je travaille avec les équipes de Wheel of Green, qui est un grand festival qui a lieu dans le parc de Vincennes Oui, tous les ans. C'est oui, des dizaines de milliers. chaque été, Pardon? chaque été. C'est chaque été, tout à Ouais. fait. Plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ce que je dis, un festival, pour moi, c'est un grand camp de réfugiés. Parce que sur un festival, c'est un camp de réfugiés. Parce que sur un festival, tu dois transporter les gens. Ils doivent arriver là où tu es. À pied souvent, avec les transports en commun et tout ça, mais bon, les gens, jusqu'à la grande scène et tout ça, ils doivent venir à pied. Tu dois leur garantir la sécurité contre les mouvements de foule, contre la violence, contre la drogue, les personnes qui ne maîtrisent pas forcément leur alcoolisation ou la consommation de stupéfiants, la violence de base qui peut être présente. Tu dois assurer la nourriture, tu dois assurer l'approvisionnement en eau, tu dois assurer les latrines pour que les gens puissent avoir de quoi uriner. C'est un camp de réfugiés. Hein, sur une période courte, intense, et la seule chose qu'il y a au-dessus, c'est la musique ou une activité culturelle, des projections de cinéma, etc. Et en fait, un festival, pour moi, c'est une super opportunité de se rendre compte de ce que ce serait en fait, de devoir héberger autant de gens sur un territoire qui est restreint. Et là, on vient pour faire la fête. Et c'est génial. Parce que tu te rends compte déjà en temps de paix ce que ça représente de gérer autant de personnes. Et c'est un sacré défi. Il faut trouver l'argent, il faut trouver les partenaires, il faut trouver la sécurité civile, il faut trouver les forces de l'ordre, il faut trouver les cellules de dégrisement pour les personnes qui sont trop alcoolisées, il faut gérer l'évacuation des eaux usées et souillées. Ben voilà. Et tout ça dans le respect de l'environnement. Ça, Wheel of Green, c'est encore pour moi un meilleur exemple parce qu'en plus, ils essaient de limiter leur impact sur le bois de Vincennes, pas perturber trop les oiseaux, les arbres, etc. Et tu vois, ça, la fête des voisins, un festival, c'est des bons moyens pour moi de prendre du recul et de prendre de la hauteur par rapport à tout ça dans un moment festif. Et il faut que les festivals, qui sont d'ailleurs les premières victimes d'ailleurs du réchauffement climatique, quand Wheel of Green, ils ont dû évacuer, Terre de Son a dû évacuer l'année dernière, Wheel of Green il y a 2 ou 3 ans, c'est des milliers, des dizaines de milliers de personnes qu'il faut évacuer aussi. Donc tu vois que et ça a un coût. Les assurances, les collectivités qui sont pas forcément assurées pour ça, ça a un coût. Et donc tu vois, sans être sur quelque chose d'anxiogène, et moi quand j'en parle aux élus, c'est génial pour moi de parler et de prendre de la hauteur par rapport à tout ça dans des moments festifs où on va partager de la nourriture, où on va faire la fête, on va s'ambiancer avec nos artistes, avec nos chanteurs, avec nos cinéastes, avec nos DJ. Tu vois, c'est des petits moments où on peut aussi parler de ces sujets-là avec humour. C'est important de le faire avec humour, avec un peu de poésie, pour dire que ça a toujours existé en fait, les crises dans l'humanité. Il y a toujours eu des moments perturbés. En revanche, ce qu'il faut avoir en tête, c'est est-ce que la modernité, est-ce que nos sociétés telles qu'elles sont organisées aujourd'hui nous permettent de résister ou d'être plus résilients ou aussi résilients que nos anciens. Si c'est pas le cas, il faut s'organiser autrement. Mais c'est marrant parce que moi, je t'ai posé la question du détachement et malgré ce détachement, tu me parles quand même d'organisation, de comment évacuer, l'alimentation. Et là, t'étais pas totalement détaché, hein? Ouais, si, en fait, tu vois, pour l'avoir fait avec ma famille, Wheel of Green, là, c'est la première fois que mes enfants, mes copines, elles disent, waouh, tu vas en festival avec tes gamins. J'ai 2 ados de 14 et 16 ans. Ben, tu vois, en fait, moi, si tu veux, sur Wheel of Green, effectivement, moi, je suis dans mon rôle et dans mon métier sur, voilà, imaginer ce qui peut se passer de mal. Je mets des guillemets à mal. Mais tu vois, ça, c'est mon métier et on pourra pas m'enlever ça. En revanche, tu vois, le fait d'y aller avec ma femme, d'y aller avec mes enfants, j'y vais pratiquement chaque année. Ma femme, c'était la première fois qu'elle allait à un festival, c'était la première fois qu'elle y allait avec mes enfants et la première fois à Wheel of Green. Et tu vois, c'est génial pour moi parce que on s'est
amusé en famille, on a bien mangé, on a bien dansé. Mon fils était comme un fou. Il a vu ses artistes préférés, concerts, grosse ambiance et tout. Tu vois, donc c'était un beau moment, tu vois. Mais à la fin, ma femme, elle avait mal au pied, elle avait mal au dos, tu vois, elle souffre du dos, tu vois. Et donc, mine de rien, ben ma réalité, elle s'impose aussi à moi, tu vois, dans le sens où y aller, c'est une chose, en repartir, c'en est une autre. Tenir compte ben, de cette vulnérabilité, de cette faiblesse de ma compagne, ben, tu vois, ça a été un sujet. Donc, c'est assise avec ma fille, j'étais chercher la voiture avec mon fils, tu vois. On s'est rapprochés. Enfin, tu vois, mine de rien, même si on fait la fête, et c'est un peu ce que je te disais en prélude du podcast. Moi, je fais tout ça pas parce que je suis morbide, parce que j'aime la mort, parce que j'aime le risque. C'est pas ça. C'est que je veux pouvoir continuer à faire la fête et que les gens continuent à faire la fête sans qu'ils aient à se soucier quelque part, directement ou indirectement, de ce qui pourrait se passer de mal. Et pour que ça se passe bien, il faut qu'il y ait des gens comme moi, tu vois, qui se préoccupent de, voilà, si ça barde. Et je comprends que tout le monde puisse pas être habité par ça. Et c'est normal et c'est ok. Mais si tu veux, il y a comme les gestes qui sauvent, apprendre à masser, faire un massage cardiaque, apprendre à mettre les gens en position latérale de sécurité, ne pas se mettre en danger face à un risque électrique, tu vois, ou avoir son petit gilet jaune pour bien se baliser si jamais il y a un accident de la route, se mettre en sécurité, mettre les victimes en sécurité. Tu vois, c'est des trucs que tu vas peut-être faire une fois dans ta vie. Mais ce sera la fois dans ta vie où tu auras l'occasion de sauver une vie ou ta propre vie. Tu vois? Et donc, c'est pas tant d'y penser tout le temps, c'est d'être prêt le jour où tu auras besoin de cette compétence-là. Et tu vois, il y a à Monaco, des cérémonies tous les ans, des personnes qui ont massé ou qui ont su mettre un défibrillateur pour sauver quelqu'un qui faisait une crise cardiaque ou qui était en train de faire un AVC dans la rue. Tu vois, c'est culturellement à Monaco, tu vois, c'est un truc qu'ils ont tous les ans, où le sauveur voit la personne sauvée. Et ils sont décorés tous les deux. Et tu vois, ça c'est un moment aussi qui permet de témoigner, hein, voilà, que dans des situations d'urgence, on a tous un rôle à jouer. Pour nos anciens, pour les plus jeunes, pour les plus vulnérables. Et tu vois, c'est ce qui en dit long aussi sur une société. Une société qui s'organise pour prendre soin des plus vulnérables, c'est ce qui fait la force d'une société. C'est ce qui fait qu'une société est belle. Si une société, dans ses lois, dans son organisation, dans sa moralité, ne tient pas compte des personnes les plus vulnérables, c'est une société qui, de facto, est amenée à s'effondrer. On peut le prendre dans tous les sens et l'histoire se répète, hein, tu sais. Tu peux le prendre dans tous les sens que tu veux. Une société qui prend pas soin des siens, c'est une société qui va disparaître. C'est inéluctable. Les gens oublient, tu sais, quand on lit la théorie de l'évolution de Charles Darwin, on oublie le titre complet du livre de Darwin. C'est pas théorie de l'évolution des espèces, hein. C'est théorie de l'évolution des espèces dans la lutte pour la survie. Ah. Et donc les espèces qui survivent, c'est pas forcément les espèces qui bouffent tout, hein. Parce qu'une fois qu'elles ont tout bouffé, il n'y a plus rien à bouffer, donc elles meurent aussi. Ouais. Donc l'espèce, et là on peut prendre le règne animal, le règne végétal ou les civilisations humaines. Une espèce animale ou végétale qui est prédatrice, qui prend pas soin des plus vulnérables ou qui ne s'appuie pas sur tous les pendants, les éléments qui lui permettent de vivre, ces espèces-là disparaissent. Un Tyrannosaurus rex, c'était un animal hyper puissant. Il n'a pas survécu, hein. Par contre, les tortues ont survécu, les crocodiles ont survécu. Tu vois, tu as des espèces, les moustiques ont survécu. Tu as des espèces comme ça qui ont, elles survécu. Et c'est pas forcément les espèces les plus puissantes. C'était pas forcément les espèces les plus grandes, tu vois. Et tu vois, ça, quand tu regardes d'un point de vue géologique, tout ce qui a survécu à nos âges, c'est aussi là-dessus qu'il faut qu'on s'appuie. Moi, mon boulot aujourd'hui, c'est pas tant de dire qu'on va tout le monde sortir avec les nouvelles technologies et machin. Si t'as pas de courant, tu vas nulle part. Tu vois là, les Réunionnais là, on est en train de stocker des vieilles batteries de voitures. Par exemple, j'en ai 2 dans ma cave. J'ai 2 vieilles batteries de voiture avec des panneaux solaires au cas où, tu vois, parce que je sais très bien que
Même si tu as un groupe électrogène avec 120 litres d'essence dans ta cave, bon, à un moment, l'essence va venir à... Tu vois, on l'a vu là sur les grèves l'année dernière, il y a 2 ans sur l'essence, tu vois. T'as plein de trucs qui font que tu peux être quelqu'un de très puissant. Si tu n'es pas capable de t'adapter en mode dégradé, tu vas mourir. C'est comme ça. Et donc, c'est pour moi hyper important qu'on puisse, au moment où on fait la fête, au moment où on est en paix, arriver à parler de ces sujets-là. Et là, tu vois, je vais te dire un dernier truc. Quand tu regardes chez nous, quand je prends l'exemple aux Antilles, mais même dans l'Hexagone, les sujets les plus graves ont tous été portés par l'industrie culturelle. Quand tu regardes bien. Quand tu regardes, on prend un exemple de la Shoah. Pourquoi la Shoah? Alors, il y a eu l'histoire, mais il y a aussi les films, Ah oui, il y a les les documentaires. films. Ouais, c'est vrai qu'il y a les films, il y a les documentaires, il y a les images. Ouais, effectivement. Quand tu regardes la pédophilie intrafamiliale qu'on peut avoir, qu'on a, tu vois, quand tu regardes nos artistes aux Antilles, c'est des sujets graves, tabous. Mais nos artistes, avec le reggae dancehall, ont supporté ces sujets. Quand tu regardes la consommation de crack et de cocaïne, historiquement, tu as ABM Possi, tu as énormément d'artistes qui ont porté ces sujets liés à la consommation de stupéfiants chez nous. La consommation d'alcool avec le théâtre, avec Albert et Léon, tu vois, qui témoignent aussi de ces problèmes de société, sur le handicap. Quand tu regardes le Cyclone Hugo, on a eu une production musicale qui a été aussi à la hauteur de l'événement. Maria, c'est pareil. À chaque fois qu'on a eu des problèmes graves, et je prends un dernier exemple, les Restos du Cœur, c'est quoi? C'est une grande cause pour que les gens ne meurent pas de faim et aient des produits de première nécessité, portés par l'industrie culturelle, cinématographique et musicale. C'est pas parfait, mais on peut critiquer si on veut et tout. Mais au final, une grande cause et une cause grave est portée par l'industrie du divertissement, l'industrie culturelle. Et donc pour moi, à chaque fois qu'on a ces sujets, on peut toujours critiquer, mais nos artistes, je mets des guillemets, sont présents, sont là. Et donc c'est important aussi qu'en amont, en avance de phase, en prévention, l'industrie culturelle soit aussi un vecteur aussi des bons messages, de rêves pour pouvoir porter ces solutions. Quel était ton rêve? Mon rêve d'enfant. Ton rêve d'enfant. Oui, attends. Ah, je répète, parce que là, du coup, ma question, elle était basique. Ouais, effectivement. Quel était ton rêve d'enfant? Alors, enfant, je voulais être astrophysicien. Moi, la fille dont j'étais amoureux quand j'étais gamin, c'était l'astrophysique, l'astronomie, mais on n'avait pas d'observatoire en Guadeloupe. Partir de mon île, faire des études d'astrophysique, d'astronomie et pas pouvoir revenir, c'était pas possible. Donc, j'ai fait des études de météorologie. Mon rêve d'enfant, c'était de revenir chez moi et devenir au maximum chef de centre météo en Guadeloupe ou en Martinique ou en Guyane. Aujourd'hui, je suis devenu un généraliste, malheureusement, des crises. Donc, je travaille vraiment sur tout type de crise. Donc, j'ai réalisé tous mes rêves. Et en plus, maintenant, depuis 3 ans, je dirige l'observatoire de Vernon, qui est un observatoire astronomique qui est juste à côté de chez moi. Et donc, j'ai réalisé tous mes rêves d'enfant. Aujourd'hui, là, à 43 ans, j'ai fait de la météo, j'ai conçu des instruments, je participe à des campagnes de prévention et j'ai fait énormément de missions humanitaires. Je suis bavard, je suis chroniqueur, consultant. On te voit partout. Et invité sur des chaînes de télé et de radio. Je retourne tous les ans chez moi sur ces aspects de prévention de catastrophes naturelles. J'ai eu des enfants auxquels je transmets ces réflexes-là. Tous mes rêves d'enfant, je les ai réalisés. J'ai 5 télescopes dans un observatoire. Bon, j'ai réalisé tous mes rêves d'enfant. Maintenant, ce que je dis souvent à mes enfants et aux enfants et aux jeunes qui sont autour de moi, c'est que ma mission aujourd'hui, et tu l'as dit, tu vois, ce déclic-là, je l'ai eu quand j'ai été décoré. Quand j'étais fait chevalier, je me suis dit, c'est pas un point, c'est pas un point final en fait à ma vie, c'est une virgule. C'est pas ok, t'es chevalier, c'est bon, t'y es arrivé. Il y a toujours des objectifs à atteindre.
C'est ça. En fait, j'aurais jamais pensé enfant que j'aurais été décoré de ma vie. Tu vois, ces histoires de Légion d'honneur, d'ordre national du mérite, c'était loin. Putain, moi, je suis parti d'une toute petite île, la Guadeloupe, c'est ce que je disais. Et le ministre, quand il m'a décoré, c'est la première phrase qu'il a prononcée. Gaël Musquet, vous êtes Guadeloupéen. Et en fait, aujourd'hui, pour moi, cette décoration-là, comme je te le dis, ça a été une virgule de dire aux gamins, et d'ailleurs, il y en a un qui me l'a dit, il m'a dit, est-ce que on peut être geek et beau gosse? Parce qu'il ne m'avait jamais vu en costard cravate. Et je dis, ben, pourquoi tu me poses cette question-là? Et l'image qu'il avait de moi, du geek, du hacker, c'était jean basket hoodie. Et je lui dis, ben, en fait, tu sais, être chevalier, alors pour moi, c'est une réussite, peut-être, mais être un bon père de famille aussi, c'est une réussite. Être un bon boulanger, c'est une réussite. Être un bon artisan, être un bon artiste, être quelqu'un de passionné, pour moi, c'est une forme de réussite. Et en fait, ces enfants, au moment où j'étais décoré, découvraient une autre forme de réussite, qui était scientifique et technique. Au service, en plus, des causes humanitaires, hein, au service de la vie. C'est pour ça que j'ai été décoré. Et donc, pour moi, aujourd'hui, c'est ça. C'est comment ces enfants, à travers mon modèle, à travers ce que j'ai pu faire, se rendent compte qu'ils peuvent le faire aussi, qu'ils vont être souvent, et je le vois hein, aujourd'hui, parfois ça les fait marrer quand je leur dis ça, mais meilleurs que moi. Et ça, c'est les adultes qui m'ont formé, m'ont pas formé pour que je sois comme eux. Ils m'ont formé pour que je sois meilleur qu'eux. Supérieur. Et donc, c'est ce que et voilà. Et je dis souvent ça à mes enfants. Une génération veut toujours que la génération qui la suit soit en paix, soit meilleure, soit plus prospère, soit plus heureuse. Donc moi, aujourd'hui, c'est ce que je leur dis. Mon message, c'est qu'est-ce que je peux faire pour vous? Comment je peux t'aider à être meilleur que ce que l'on est déjà, que ce que je suis, pour que tu sois plus heureux, pour que tu sois plus résilient, pour que tu sois plus prospère, pour que tu sois moins destructeur, que tu puisses résister demain à des problématiques, qu'on puisse s'amuser encore mieux qu'avant, qu'aujourd'hui. C'est important, la joie, la fête. Souffrir, c'est pas normal. On devrait pas souffrir. Souffrir, c'est pas un état normal. Et donc, le matin, normalement, on devrait tous se réveiller en mode hey, qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui? Qui je vais rencontrer? Qu'est-ce que je vais apprendre des autres? Qu'est-ce que je vais transmettre aux autres? Qu'est-ce que je vais pouvoir transmettre aux gamins? Ça devrait être ça. On ne devrait pas tous être en train de chercher de quoi bouffer. Est-ce que mon chef il va être content? Est-ce que je vais être reconnu? Est-ce que je vais être reconnu à la hauteur de ce que j'ai fait? Ça devrait pas être ça en fait. On devrait pas avoir à se poser ce genre de questions. Malheureusement, c'est comme ça. Et donc, chaque opportunité que j'ai de donner de la joie à ces gamins, de leur expliquer tout ça, des sujets graves, mais en le faisant avec une émotion qui est positive, je retiens pas ma main parce que en revanche, à l'inverse de mon rêve ou à l'inverse de mes rêves d'aujourd'hui qui s'inscrivent plutôt dans la jeunesse d'aujourd'hui, de l'avenir, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'à ma mort, je regrette de ne pas avoir eu le temps ou de ne pas avoir fait ou de ne pas avoir saisi l'opportunité de donner, de faire. Et ce que je dis souvent aux enfants, je veux pas mourir, hein, je souhaite pas mourir, mais si demain le grand Manitou m'appelait en me disant bon c'est fini, on va éteindre la lumière, moi ça me va, ça m'embêtera pour mes enfants, pour mes proches, mais moi c'est bon, j'ai accompli ma mission ici, tu vois, c'est. Il n'y a pas de regret. Ouais, j'ai donné tout ce que je pouvais, tu vois, vraiment tout ce que je pouvais. C'est pas parfait, il y a des choses que j'aurais peut-être pas fait comme ça ou différemment, mais c'est la vie, c'est comme ça. Mais je veux pas mourir en me disant punaise. Et si j'avais été à tel endroit, aider tel peuple, tu vois, l'Aquarius, le bateau de sauvetage d'SOS Méditerranée, les gens peuvent critiquer comme ils veulent, si tu veux, les politiques migratoires, etc. Ok, mais t'as pas le droit de laisser les gens mourir en mer. Et quand tu vois qu'une ONG comme celle-là sauve des dizaines de milliers de personnes depuis qu'elle a été lancée, tu vois, à la fin, tu sais, tu peux être croyant, pas croyant, et tous les livres sacrés le disent, hein, il y aura une comptabilité. Tu vois, moi, je suis pas croyant, mais à la fin, souvent, quand tu lis les textes sacrés, une vie pour une vie. Tu vois, pratiquement partout, c'est écrit. Tu vois, tu sauves une vie, tu sauves ta vie.
C'est écrit de manière différente et il y a plein de manières d'écrire ça, de documenter ça, mais c'est une vie pour une vie. Et tu vois, moi, c'était aussi mon rêve d'enfant, c'était d'aider les gens à ne pas perdre la vie. Tu vois, et si mon métier peut l'aider et aider au quotidien, fine, c'est déjà pas mal pour moi de me dire, voilà, je contribue à ce que les gens ne meurent pas bêtement, si tu veux, alors qu'on aurait pu les sauver. Tu vois, et quelles que soient ses croyances philosophiques ou religieuses, quand tu lis même ne serait-ce que les textes de base, hein, sans aller dans les histoires de philosophie, la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est chaque être humain a droit à la vie, point barre. Et ça, pour moi, tu vois, c'est important de m'inscrire et de donner l'exemple aussi aux gamins qui arrivent que la vie est précieuse, qu'elle est fragile et que on a tous les outils aujourd'hui en main, toutes les connaissances pour pouvoir permettre à cette vie de s'exprimer pleinement et entièrement, en fait. Quel a été ton, quel a été ton moteur pour arriver à là où Moi, t'en es? moi, ce que je dis souvent aux gens, aux gamins, c'est la curiosité. Un hacker, c'est quelqu'un de curieux. Je dis souvent, quand on me demande quand est-ce que je suis devenu hacker, je dis souvent, je suis né comme ça. Mon moteur, c'est, je supporte pas comprendre comment fonctionne une machine. Donc mon moteur, tu vois, à la base, c'est ça. C'est je veux comprendre les choses. Et souvent, quand je vais dans un territoire, quel qu'il soit, avant même de parler des problèmes, moi, je veux vivre avec les gens, juste comprendre déjà comment ils vivent. Parce qu'il y a toujours un truc à apprendre d'une autre culture, d'une autre société, d'une manière dont ils construisent, d'une manière dont ils s'organisent, enfin à manger. Tous les voyages que j'ai pu faire, c'est ça. J'ai fait l'éponge. Et mon moteur, c'est ça, c'est cette curiosité permanente de dire, wow, ok, moi je vois ça comme ça, mais un autre technicien, un autre hacker, un autre ingénieur, un ingénieur voit les choses différemment, un historien voit les choses différemment. Et donc là, même pour dépasser ma frontière qui est purement technique, là j'ai un plaisir infini. Tu vois, l'histoire, c'était une matière que je détestais quand j'étais à l'école. Tu vois, je crois que j'ai eu 6 en histoire, géo. Et tu vois, mine de rien, aujourd'hui, c'est la discipline que je préfère parce que quand les gens me racontent leur histoire, l'histoire de leur territoire, tu vois, eh ben, ça me permet de satisfaire une curiosité que j'ai de savoir comment ils vivent, comment ils vivaient, comment ils ont surmonté les problèmes, comment ils voient les choses, comment ils s'organisent, juste comment ils vivent. Et en fait, ensuite, quand la personne elle commence à te parler de ses problèmes, à force de résoudre des problèmes, tu vois, ça fait ce que je suis aujourd'hui. Et quand je vais sur un plateau télé expliquer ce qu'il faut faire en cas d'inondation, en cas de verglas, de grand froid, de volcan, etc. Au final, je fais que retransmettre ce que ma curiosité m'a permis d'assouvir en fait. C'est donner des exemples concrets aux gens de ce qu'il faut faire, de ce qu'il aurait fallu faire, ou ce qu'il ne faut pas faire, ou ce qu'il n'aurait pas fallu faire. C'est-à-dire que le hacking, tu vois, à l'époque, hein, maintenant il y a des écoles, mais à l'époque il n'y avait pas d'école. Donc, tu devais tout apprendre toi-même en allant sur Internet, en écoutant des conférences. Et là, tu vois, quand je suis avec mes pairs, tu vois, par exemple, tous les débuts d'année à Bruxelles, il y a une conférence qui s'appelle le FOSDEM. Et on est plus de 8000 hackers et développeurs réunis à l'ULB, à l'Université libre de Belgique. C'est génial parce que c'est un des seuls moments de l'année où je suis pas en train d'expliquer, où je suis pas en train de transmettre. Je suis en train d'apprendre des autres, toi, de mes pairs, sur un volet purement technique et très pointu. Et c'est un moment dont j'ai besoin tous les ans. Il y en a d'autres, hein, mais ce moment-là, ça dure 48 heures. On est tous entre nous. Et waouh, je me prends. Et tu sais, on a une dépression postpartum, comme on dit souvent. C'est qu'on déprime après cet événement-là parce qu'on a été tellement Ouais, je vois entre nous. imprégné. T'as Ouais, des ouais. centaines de conférences. On part bouffer ensemble, on boit des bières, on fait la fête. On est entre nous, tu vois, on est entre hackers. Et c'est génial parce que j'apprends énormément. On se raconte notre année parce qu'on se raconte. Cet événement-là, j'y vais depuis 16 ans et c'est pas compliqué. Mon fils a 16 ans et ça fait, Depuis qu'il j'y est suis né, allé quoi. depuis qu'il Ouais, ouais, depuis ouais. qu'il est né. Et tu vois, ça m'a manqué pendant le Covid et après le Covid, voilà, qu'on puisse se retrouver tous ensemble.
Et tu vois, ça c'est mon moteur, c'est de pouvoir en permanence assouvir ma curiosité et puis aussi derrière transmettre. Alors justement, je vais te donner une série de mots et Ouais. instinctivement, tu me donneras ton ressenti en quelques lignes, en quelques phrases. Pas besoin d'extrapoler, mais voilà, instinctif quoi. Si je te dis transmission, Moi, je pense tout de suite à radio. Tu vois, l'arme des transmissions, c'est dans les armées, tu vois, historiquement, en Martinique, le premier usage de la radio en situation de crise, ça a été le capitaine Ferrier qui installe les 2 stations de télégraphie sans fil en Guadeloupe et en Martinique. C'est le premier usage de la radio, des transmissions en situation de crise. Donc ça, c'est la première chose à laquelle je pense. Et tu vois, aujourd'hui, je discutais récemment avec une sous-préfète qui me disait qu'elle voyait très bien de quoi je voulais parler quand je voulais transmettre en fait aux jeunes mes savoirs et mes passions, parce que son grand-père était radioamateur. Et tu vois, cette femme qu'elle est devenue aujourd'hui comprend ces enjeux de transmission, à la fois techniques, mais aussi intergénérationnels, à travers son histoire personnelle. Et donc voilà, c'est ce que ça m'inspire ce mot-là. intuition, Tu vois, j'en ai beaucoup tout le temps, parce que je rêve beaucoup, et mes intuitions s'appuient sur mes rêves, et mes rêves s'appuient souvent sur mes histoires et mes expériences de ce que j'ai vécu. Et en fait, en vieillissant, ces intuitions, elles sont de plus en plus justes, parce que je me suis inspiré de modèles qui sont tellement divers qu'au final, ça me permet souvent d'avoir le petit truc auquel personne n'a pensé et sur lesquels je peux être pointu sur certains sujets. Voilà. Pas tous, mais certains. ok. Protection, Ah, c'est le papa qui parle. Comme je disais tout à l'heure, c'est quand j'entends ce mot, je pense tout de suite à la naissance de mon fils. Parce que j'étais le premier à l'avoir dans les bras. Ma femme est une césarienne et donc du coup, elle n'a pas pu l'avoir tout de suite. Donc j'étais le premier à l'avoir et il s'est mis à pleurer, tu vois. Et là, je me suis dit, waouh, c'est parti pour 20 ans minimum. Je vais pas pouvoir le poser sur une table comme une machine et revenir plus tard en me disant, ah, on verra ça plus tard. Ouais, j'ai eu envie de le protéger dès qu'il est né. Et même s'il est plus grand, plus fort, plus lourd que moi aujourd'hui, euh, c'est un peu aussi à lui, à ma fille aussi, hein, qui a 14 ans que je pense, en me disant, ben voilà, ce que j'aurais fait pour eux, est-ce que je peux pas aussi le mettre au service d'autres jeunes, d'autres enfants, d'autres peuples qui ont besoin aussi qu'on les aide à se protéger. musique, Ah, musique, c'est un de mes moteurs, tu vois, j'aurais dû le citer tout à l'heure. Sans musique, j'aurais pas pu raconter tout ce que je raconte là. La musique, elle me rend immortel. Pas au sens, j'ai pris la grosse tête, hein, mais au sens où si j'ai pas de musique, je peux pas bosser longtemps. En tout cas, la musique, c'est un vrai dopant pour moi. C'est une vraie drogue au sens où elle me permet de traverser des nuits blanches, des moments de stress très importants, des gros moments de fatigue, des gros moments de découragement, à la fois avec le rythme, le tempo, les lignes de basse, mais aussi avec les paroles. La musique me rend immortel au sens où elle me permet d'aller vraiment jusqu'au bout des choses, même si physiquement je suis très atteint, fatigué. C'est vraiment ce qui me permet d'avancer. Parce que je bois pas d'alcool, enfin pas beaucoup en tout cas, je prends pas de stupéfiants, donc c'est vraiment ma drogue, moi. C'est vraiment ce qui me permet de tenir en fait. espoir, Je suis quelqu'un qui est très optimiste. Et comme je le disais tout à l'heure, en lisant l'histoire des peuples et l'histoire de l'humanité en général, ces histoires m'ont rendu très optimiste et me donnent beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir. Je fonde beaucoup d'espoir dans la génération qui arrive, qui, comme la mienne, hein, a beaucoup d'idées,
mais il faut qu'on laisse ces jeunes s'exprimer, exprimer leur espoir. Ils se découragent beaucoup parce qu'on leur donne pas leur place, parce qu'on ne les écoute pas. Et donc, pour moi, une manière d'entretenir cet espoir de ces jeunes sur les défis qu'ils auront à relever, c'est de leur donner pleinement leur place, mais maintenant. Maintenant. C'est maintenant qu'ils dépriment, c'est maintenant qu'ils sont anxieux, c'est maintenant qu'ils souffrent. Et donc, sans espoir, si on perd la génération, si la génération qui monte là n'a pas d'espoir, notre civilisation est foutue. Hmm. Le mot de la fin, ce serait quoi? Croyez en vos rêves. Alors, c'est une phrase banale comme ça. Vous croyez en vos rêves. Moi, si je suis là, j'ai réalisé tous mes rêves. Ça, je l'ai dit. Mais ils se sont pas tous réalisés au moment où je pensais qu'ils allaient se réaliser. J'ai eu aussi beaucoup de difficultés. Mais c'est parce que j'avais ces rêves et que j'y croyais et que des personnes m'ont aidé à les réaliser, que j'ai dit pourquoi j'étais venu ici dans l'Hexagone, quels étaient mes rêves, que des personnes mal et bien intentionnées, je dis bien mal et bien intentionnées. Alors bien intentionnées, c'est facile, hein, c'est des personnes qui nous accompagnent, qui nous aident à nous réaliser, à grandir. Mal intentionnées parce que, mine de rien, ces personnes qui ont semé des embûches sur mon chemin m'ont rendu plus fort. Et ces personnes bien intentionnées m'ont aidé à me relever et à surmonter l'épreuve. J'aime bien ce que dit Edgar If, le stand-upper, l'humoriste. C'est bon, j'ai fait le lien. Ouais. C'est que à l'école et même dans nos familles parfois on nous apprend pas à souffrir. Mais c'est bien parce que j'ai souffert que je suis là et que je parle de ces sujets et que j'en parle avec humour, avec passion. Et donc mon mot de la fin, c'est aussi un peu ça, c'est que ce que je dis souvent aux enfants, vous allez souffrir et vous devez souffrir. Pas trop quand même, mais c'est parce que vous allez souffrir et que vous allez relever des défis que vous serez performant. Parce que même pour un athlète de haut niveau qui se prépare au JO, ben il souffre. Il souffre parce qu'il doit aller s'entraîner. Il se fait mal parce qu'il cherche sa performance pour qu'au moment où il sera face à ses adversaires, ben, qu'il puisse dépasser la performance des autres. Pas pour les écraser, mais dans l'accomplissement de son art sportif. Et pareil pour les artistes, ben, ils se font mal à jouer, à souffler, à réfléchir, à pas dormir, à composer. Mais ils se font mal pour leur art, en fait. Et cette souffrance-là, évidemment, je la souhaite pas trop intense, évidemment. Hein. Mais j'aime beaucoup cette phrase qu'il faut apprendre à souffrir parce que c'est effectivement ce qui nous permet d'être plus résilients, plus forts. Et évidemment, transmettre à la génération qui suit, eh ben, les bons réflexes. C'est ces souffrances passées que l'on arrive à construire des sociétés beaucoup plus solides. Mais en tout cas, c'était une bonne conclusion. Je te remercie en tout cas d'être passé sur Stay Tuned. Ça m'a fait aussi plaisir de te rencontrer, même si c'était en visio, d'échanger aussi avec toi et puis surtout de relever des points très intéressants hein, parce que c'est vraiment vital, indispensable. Donc voilà, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci à toi pour l'écoute. De rien, je vais suivre tes aventures et puis je te dis à bientôt. À très bientôt. À très très bientôt. Salut à toi. À bientôt. À bientôt.